Hello, hello, bonjour Somini. Bonjour Clément. Alors, Bonjour. chers auditeurs de Émergence, je suis extrêmement honoré et heureux de recevoir aujourd'hui Swamini Amrita Jyoti Prana. Et avant de commencer l'émission, je voudrais faire une rapide présentation si vous m'y autorisez, Swamini. Autorisation. Alors, Swamini Amrita Jyoti Prana est représentante d'AMA en Europe, présidente de l'association d'AMA en France, qu'on appelle ETW France. Elle est directrice du centre AMA Ferme du Plessis à Pongouin. Et elle est également présidente de la Fédération védique de France, qui est un interlocuteur représentatif de la spiritualité védique en France. Somini a effectué un premier voyage en Inde en 1971, alors qu'elle finissait sa maîtrise de sciences. Elle a été profondément touchée par la richesse spirituelle de ce pays. Elle y séjournera plusieurs mois chaque année et rencontrera de nombreux maîtres, dont on aura l'occasion de parler pendant l'émission. Ensuite, Swamini rencontre Ama à Madras en 1988. Ce sera une expérience très très forte qui mettra un terme à ses activités d'enseignante. Et elle reçoit après quelques années l'initiation de Brahmacharya. Et en mars 2020, après avoir effectué les rites et rituels traditionnels, Swamini Amrita Jyoti Prana reçoit l'initiation Sannyasi Diksha de la part d'Ama. Et alors, c'est un résumé très court. On aura l'occasion de rentrer dans les détails puisque c'est exactement ce dont vous parlez dans votre livre, qui est un peu ce qui nous donne l'opportunité de nous rencontrer aujourd'hui. Donc, un livre à paraître le 29 mai, Le bonheur est une décision, qui sera à paraître aux éditions La Trace et qui sera suivi aussi d'une petite tournée de présentation et de dédicaces. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous regardez l'émission et que vous êtes touché par ce que partage Swamini, vous pouvez la contacter via son site web pour participer à cette tournée de présentation du livre dans les prochaines semaines. Et je voudrais partager, comme à chaque fois, une citation. Donc, cette fois-ci, comme par hasard, j'ai trouvé une citation de Hama que je trouvais inspirante, donc je vais la partager avec vous. Vous n'êtes ni faible ni incapable. Vous êtes la source d'un pouvoir illimité. C'est la réalité suprême. Comprendre cette vérité est le but de la vie. C'est le seul message que les rishis et les gourous ont transmis à l'humanité de différentes manières selon l'époque à laquelle ils vivaient. Sri Mata Amritanandamayi Devi. Est-ce que vous voulez réagir sur cette citation, Swamini? C'est une citation un peu énorme, n'est-ce pas? Euh, et c'est la seule solution, en fait, pour moi, finalement, après toutes ces années de vagabondage, c'est la seule solution à la disparition, à la libération de la souffrance. Et c'est en fait je pourrais dire que ce titre sur lequel j'ai un peu hésité, Le bonheur est une décision, parce que c'est quand même un peu fort, quoi. Pour le livre, vient aussi est très relié à cette citation. Et c'est quelque chose que Amma répète souvent d'ailleurs. Elle dit, en gros, on n'a pas de contrôle sur les circonstances. Parfois, il peut y avoir du soleil, et parfois, il peut pleuvoir. Mais autant choisir finalement d'être heureux, qu'il fasse beau ou qu'il y ait de la pluie, si j'ai bien compris. S'il pleut et que ça vous rend malheureux, ça changera rien. Continuera à pleuvoir, hein, ça va pas s'arrêter. Alors que bon, si vous ajustez, si vous acceptez et que vous voyez ce que vous pouvez faire, prendre un imperméable si vous avez à sortir dehors, eh ben le problème disparaît. Bon, Ça. c'est pas toujours aussi facile. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il y a les pratiques et le chemin spirituel. Mais on aura sûrement l'occasion d'en parler. Et d'ailleurs, avant de commencer cet échange, je vous invite, Swamini, ainsi que tous les spectateurs, à prendre un temps de 1 minute en silence. Euh, j'ai pas d'instructions particulières à donner. Alors, c'est vrai que des fois, moi, je parle de se centrer sur notre souffle.
Quelle pourrait être votre invitation pour ce temps de pause, Swamini? Oui, de bien se détendre, à la fois, vous savez, la posture de yoga qui est à la fois l'asana, la posture assise, à la fois ferme, où on a la colonne vertébrale redressée mais sans tension, et on est bien, on est à l'aise, donc se détendre et pour éviter que le mental vagabonde, oui, prendre l'appui le plus simple qui est sur le souffle, sans rien modifier, juste en observateur. Très bien, Swamini, merci pour ces instructions. Euh, je vous propose qu'on se retrouve dans une minute. Merci beaucoup. Alors, quand on préparait l'émission, ce que je vous avais proposé, c'était de suivre un petit peu l'ordre que vous proposez dans votre livre, un ordre chronologique, et en commençant par euh, d'abord vos premières explorations de l'Inde. Ensuite, on parlera dans un second temps de la rencontre avec Amma, et puis sur la fin de l'émission, on pourra parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Et une chose qui m'a marqué quand j'ai parcouru votre livre, c'est le nombre important de maîtres, ou d'êtres qui sont considérés comme des maîtres de sagesse que vous avez rencontrés. Et aussi une grande surprise et un grand éblouissement, j'allais dire, c'est que vous parlez de votre rencontre avec Mahananda Mahima. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en parler, s'il vous plaît? Alors, c'est presque de la gratitude plutôt que de la gentillesse parce que, en fait, surtout avec le recul, je m'aperçois que la rencontre avec Mahananda Mohi a été le grand tournant de ma vie finalement. Je l'ai rencontré non pas au premier voyage en 71, le premier voyage c'était un voyage très touristique a priori, mais qui m'a donné des, comment dire, je me suis senti très bizarre en Inde, à la fois, comment dire, bouleversé et en même temps étant dans quelque chose de familier. Euh, et comme je le raconte dans le livre, en fait, quand je suis rentré de ce premier voyage, qui a quand même duré 3 mois, j'en ai parlé à mon professeur de guitare, qui m'a dit que lui, s'il allait en Inde, ce serait uniquement pour rencontrer Mahananda Mohi. Alors, comme c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, un artiste incroyable et très original, pour moi, c'était une parole de vérité. Donc, il fallait que je rencontre Mahananda Mohi, comme j'avais envie de retourner en Inde. Eh bien, je suis retourné en 73 uniquement pour rencontrer Mahananda Mohi. Donc, je l'ai rencontrée en courant pas mal après elle pour la trouver. Euh, et ça, voilà, ça a été l'ouverture d'un autre, c'est difficile à décrire toujours, hein, d'un autre monde, d'une autre dimension. Voilà, c'est sûr que rencontrer Mahananda Mohi et faire des études en université de physique chimie que j'aimais beaucoup,
j'aime toujours d'ailleurs, mais c'était assez bluffant. Bref, quand je suis rentrée après, parce que j'étais enseignante, je suis rentrée, je n'avais que 3 mois de vacances. Bon, je suis rentrée donc en France et en fait, ça a été l'année peut-être la plus difficile, une des années les plus difficiles de ma vie, où c'est un peu comme si finalement tout s'écroulait, ou perdait son sens, remise en question à tous les niveaux, professionnel, sentimental. Bref, j'étais complètement perdu. Et à la limite, voulant pas trop continuer, mais ayant rencontré Mahananda Mohi, je me suis dit, je vais retourner en Inde en lui disant qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Donc, je suis retourné en Inde en 74, l'été 74. Alors là, c'est là où, ah, là aussi avec le recul, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Parce qu'à l'été 74, dans un village près de Ranchi, où personne ne va, hein. Ranchi, c'est dans le Bihar, c'est vraiment pas touristique, mais Mahananda Mohi était là. Et il se trouvait, voilà, je suis arrivé à son petit ashram, et on m'a demandé, est-ce que vous faites partie du groupe d'Arnaud Desjardins? J'avais lu Les chemins de la sagesse à cause de mon professeur de guitare. Vu le film Ashram, je me dis, bah, ça a été très vite. Le groupe d'Arnaud Desjardins, il y a un groupe d'Arnaud Desjardins ici. Donc j'ai presque eu envie de dire oui. Mais j'ai simplement dit, ah, le groupe est arrivé. Voilà, pour pas vouloir mentir quand même. Et à ce moment-là, d'ailleurs, d'autres personnes de France sont arrivées. Et voilà, je me suis en fait intégré à ce groupe. Et l'intérêt, enfin tout cela, c'est parce que Arnaud Desjardins suivait un enseignement spirituel, une sadhana, faisait un chemin spirituel intense auprès de son maître, qui était à Ranchi et qui était en fin de vie, en fait. Donc il venait le voir. Il ne le savait pas, mais c'était la dernière fois, puisque Swami Prajnanpad a quitté son corps en septembre 74, si je me trompe, oui. Euh, et en fait, il y a eu quelques signes qui m'ont montré que Ma Anandamoyi m'orientait vers Arnaud Desjardins, qui était auprès de son maître pour ouvrir, pour avoir les dernières instructions, pour ouvrir un ashram, un centre spirituel en Auvergne, qui a ouvert effectivement en septembre 74. Peut-être qu'il est décédé en novembre 74, parce qu'il y a eu quelques temps avant, voilà, entre l'ouverture de ce qu'on appelait le BOST, ce qui s'appelait le BOST à l'époque. Et honnêtement, pour faire court, cette rencontre avec Arnaud Desjardins, avec le groupe d'Arnaud Desjardins, j'ai demandé si je pouvais venir à faire des séjours dans son centre. Et je crois que c'est difficile de savoir ce que j'aurais fait sans ça, hein, mais je dirais ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. J'étais dans un état psychologiquement où je pense que, je sais pas, j'allais vers la dépression ou euh, enfin, voilà, je souffrais beaucoup, je vais dire. Je souffrais même beaucoup trop. C'est peut-être aussi bah, la rencontre avec l'absolu à travers Mananda Mai, qui parfois révèle des souffrances qui étaient parfois auparavant cachées, pardon, sous, Oui, sous Ouais, c'est la paradoxal, rencontre, hein. la rencontre avec un maître est pas forcément un chemin de pétales de rose ensuite, hein. Alors, Mais oui, ça prend sens. Et ça change tout. exactement. En fait, il y a un moment où on comprend que tout avait sa place, hein, finalement. Euh, je suis un peu curieux parce que moi, Mananda Mai, je l'ai vu juste en vidéo. Euh, Mm. qu'est-ce que Ça doit être très très dur de parler d'elle, mais qu'est-ce que vous pourriez dire d'elle ou de l'impression qu'elle vous a faite? Moi, ça m'a rendue complètement silencieuse.
J'étais plutôt du genre un peu bavarde et active. Ça m'a rendue immobile et silencieuse. C'est-à-dire, peut-être un état un peu de sidération, mais je dirais plutôt émerveillement. J'avais vraiment l'impression d'être en présence de quelqu'un de différent et qui donnait envie. Elle faisait pas grand-chose, hein. La première fois que je l'ai vue, elle descendait d'un escalier pour venir s'installer sur ce qu'on appelle les charpailles, là, les lits en corde. Et puis voilà, il y avait de la musique et on défilait devant elle pour s'approcher. Et justement, toute cette atmosphère qui n'est plus dans, vous savez, l'efficacité, le faire, l'activisme, mais ouais, on rentre dans une autre dimension. Et ces regards, oui, les regards de Mahananda Modi à la fois où vous avez l'impression qu'elle vous regarde intensément, qu'elle vous transperce, et en même temps qu'elle est ailleurs, quoi. Oui, peut-être qu'elle est même pas là quelque part. Ouais, oui. Ou elle est peut-être là et ailleurs en même temps. Euh, donc On vous comprend venez pas d'évoquer grand-chose. avec... Pardon? Je crois qu'on comprend pas grand-chose. C'est sûr qu'avec le mental, on peut pas comprendre. Donc vous avez évoqué votre rencontre avec Arnaud Desjardins et cette sangha. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de sangha, mais en tout cas ce groupe de personnes Oui. autour de l'ashram. Du coup, quel a été votre parcours avec Arnaud Desjardins? Alors, du fait d'avoir rencontré Arnaud auprès de Mananda Moyi et d'avoir la bénédiction de Mananda Moyi pour aller dans son ashram et de suivre ce qu'il transmettait, je crois que j'ai eu la chance d'avoir tout de suite confiance en lui. La confiance permet de gagner beaucoup de temps. Et il y a eu deux choses, je pourrais dire. D'une part, il y a eu tout l'enseignement, parce que quand on faisait des séjours auprès d'Arnaud, c'était incroyable, mais on avait 1 heure d'entretien par jour. Et en plus, le soir, 1 heure d'entretien individuel. Et en plus, le soir, le petit groupe, donc 1 heure d'entretien individuel, il ne pouvait pas y avoir 50 personnes, hein. Il y avait 7 ou 8 personnes. Et le soir, il y avait une causerie pour tout le groupe qui était là, d'après ce que Arnaud sentait dans la journée qui était à clarifier. Donc, ça m'a permis de rentrer dans cet enseignement que je trouve euh, d'abord universel, qui peut convenir à tout le monde. Je conseillerais à tout le monde de lire les livres d'Arnaud Desjardins, les livres qui ont été écrits à partir de ces causeries. C'est très clair, c'est plein de bon sens, ça ne demande pas de croyance, c'est efficace. Voilà, moi qui étais très déconstruite, j'ai envie de dire, qui était après cette année difficile, perdue, ça a remis un peu chaque chose à sa place. Ça a pris du temps quand même, hein. Euh, et j'étais quelqu'un d'immensément émotionnel, qui pleurait beaucoup, qui souffrait énormément, qui avait tendance à s'attacher là où il fallait pas, c'est pour souffrir. Et donc j'ai dû faire tout un travail aussi d'expression pour vider ce réservoir émotionnel qui m'a emmené beaucoup plus loin que j'aurais jamais cru, heureusement, parce que au mieux des choses, il ne faut pas le savoir à l'avance, hein. Le découvrir au fur et à mesure. Mais j'ai été très accompagné par Arnaud, par Denise, par toute la Sangha, comme toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement. Euh, et voilà, je peux rentrer dans le détail, mais je peux dire aussi que, en résumé, que 15 ans après, vous voyez, 15 ans, hein, 15 ans après ou 10 ans après, j'étais plus la même. Voilà, je pouvais faire face à des difficultés dans la vie, je pouvais assumer ce qui m'était demandé, gagner ma vie, voyager toujours. Voilà, j'aurais presque envie de dire, j'étais devenu normal, Et fonctionnel quelque part. Vous avez... fonctionnel. Voilà.
je pouvais un peu plus compter sur moi, ce qui est important quand même. Mm. Et pour moi, c'est là que peut commencer peut-être vraiment le chemin spirituel, hein. Faut un ego qui tienne la route. Je dis souvent ça, que c'est vrai que s'il y a des grands déséquilibres au niveau de la personnalité, ça peut être bien de trouver des moyens de se faire aider ou en tout cas de trouver des outils pour soi pour se rééquilibrer avant de transcender. Oui, sinon il y a des pièges. Mm, Sinon, ça peut être une fuite, ça peut être une récupération de l'ego. Oui, mm. il y a des pièges. Alors, dans votre livre, vous évoquez une autre personne, alors qui est peut-être pas aussi connue que Manan Damaï ou Arnaud Desjardins en France, mais qui est un grand maître de yoga, notamment au niveau des asanas, c'est Krishnamacharya et son Hmm. fils Desi Kasha, j'espère que je prononce bien. Oui, les Et, Ikachas, ouais. est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Parce que j'ai cru comprendre que dans votre parcours, les postures, la partie posturale du yoga, Mhm. les respirations, les pranayamas, ce que en général on appelle le yoga en Oui, Occident, a joué aussi un rôle important. oui, en fait, après quelque temps de ces voyages en Inde et de suivre ce chemin, j'ai voulu j'avais commencé le yoga en rentrant de mon premier voyage d'Inde en 71. J'avais la chance d'avoir un professeur qui habitait à côté de là où j'étais et qui était très bien. Justement, qui faisait vraiment bien les postures, etc. Qui était élève de Van Lisbeth à l'époque et qui avait aussi une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'il nous parlait un peu de méditation et tout cela. Donc tout cela m'a beaucoup intéressé. Euh, J'avais physiquement de grandes tensions qui venaient sans doute beaucoup de l'enfance, mais comme j'ai retrouvé chez Arnaud Desjardins, aussi de vie antérieure. Beaucoup de tensions et je faisais beaucoup de sport, mais ça suffit pas, à mon avis, pour détendre. Ça détend momentanément, mais les tensions se remettent en place. Et avec le yoga, j'ai découvert une possibilité de vraiment détendre en profondeur. Oh, vous avez une belle mug presque aussi grande que la mienne. Ça montre aux éditeurs, hein. Avec une boisson au tulsi. Voilà. Donc, le yoga a été quelque chose qui a pris de l'importance dans ma vie. Des amis le savaient et m'ont demandé si je pouvais un peu leur montrer, leur donner des petits cours. Donc j'ai commencé, mais je me suis dit, oula, j'en sais quand même pas assez. Ça devait être dans les années, je sais pas, 78, 80. Donc, et j'ai demandé à Arnaud ce qu'il en pensait. Est-ce que je quitte l'éducation nationale? Est-ce que je me forme en yoga ou quand, comment? Et c'est lui, comme je continuais à aller en Inde parce que j'étais amoureuse de ce pays, c'est lui qui m'a conseillé et m'a même introduite auprès de Sri Desikachar à Madras, Chennai, il s'appelle Chennai maintenant. Donc, à partir de, je pense, dans 78, je sais plus si j'ai dit ça, c'est 78. À partir de 78, je suis allé beaucoup, plusieurs mois par an. J'ai quitté l'éducation nationale et du coup, je pouvais passer la moitié de mon temps en Inde. Vous savez, quand il fait froid en France, et l'autre moitié en France, vous savez, quand il fait bon en France, où j'allais beaucoup chez Arnaud Desjardins. Voilà, c'était très riche, c'était très heureux en fait. Avec le recul, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Et Shri Desikachar est le fils donc de Krishnamacharya, qui est considéré un peu comme le père du yoga moderne, parce c'est lui qui a formé les maîtres comme Iyengar, comme Pattabhi Joy, comme son fils Shri Bashyam, Desikachar et un autre fils. C'était une personnalité étonnante. Je l'ai connu plutôt vers la fin de sa vie, hein. Je crois qu'il est parti en 88 ou 89. Voilà. Donc, j'ai connu sur une dizaine d'années quand même. Magnifique. Et avec cet enseignement, c'est un enseignement aussi, c'est intéressant aussi. C'est aussi en cours individuel. Bon, il y a des cours collectifs,
Et il y a des enseignements collectifs, en particulier les Yoga Sutras, que je trouve un texte fabuleux, extraordinaire pour le XXe siècle, pour le XXIe siècle. Nous y sommes maintenant 21e. D'ailleurs, je vais commencer une série de vidéos sur les Yoga Sutras parce que je trouve que ça convient très bien au XXIe siècle. C'est très concret, très pratique, et je trouve du début à la fin que ça me parle, quoi. Voilà, donc il y avait ces cours aussi avec l'école de ce qu'on appelle Vini Yoga. Mais les cours d'asana, de travail de posture, se faisaient en particulier parce que on considère que chaque individu est différent et donc voilà, il faut faire des séances et des enchaînements qui correspondent à chaque personne. Moi, quand j'avais commencé le yoga, j'avais appris justement que la tradition indienne, il y avait pas ou quasiment pas de cours collectifs et que quasiment tout se faisait dans un style maître-disciple. C'était vraiment une Oui. transmission directe à chaque fois. Ouais, si c'est vraiment considéré comme une voie spirituelle, je pense que ça doit être individuel. Alors, avant de parler de la grande rencontre de votre vie à Mar, enfin, une des autres grandes rencontres, puisque quelque part elles sont toutes importantes, il y a peut-être pas de hiérarchie à faire. Il y a le nom d'un maître qui a aussi, qui m'a marqué dans votre biographie, c'est Chandra Swami. Pareil, qui n'est pas forcément si connu que ça en Occident, mais qui était vraiment reconnu en Inde, en tout cas parmi les chercheurs spirituels que moi j'avais rencontrés. Il y en avait beaucoup qui me parlaient de Chandra Swami et de son monastère, je crois, dans l'Himalaya. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui, s'il vous plaît? Oui, alors, Chandra Swami, je l'ai rencontré alors que j'allais voir Mahananda Moyi à Hardwar, au pied de l'Himalaya, et d'autres Français qui étaient venus m'ont parlé effectivement de Chandra Swami qui habitait pas très loin. Son ashram était aussi à Hardwar, dans euh, une autre banlieue d'Hardwar. Et ils allaient le voir. Donc, moi, j'ai toujours eu très soif de rencontrer des maîtres, hein. Et Arnaud Desjardins m'encourageait même à cela. Donc, j'en ai rencontré un paquet. Alors, on me parle de Chandra Swami, un Swami qui est pas loin. On m'invite à à me joindre au groupe. Donc, j'y vais. J'y vais et euh, il était retiré dans sa chambre quand nous sommes arrivés. On est une dizaine, je crois. Eh bien, il est sorti pour nous. Voilà. Il est sorti pour nous. Et on a eu un moment, là aussi, merveilleux de présence. Ah, on est tout de suite mis en présence d'un être comme ça. On est tout de suite mis dans un état un peu de réunion. On est réunis. On n'est pas distrait. Voilà, on est réunis. Et ça donne une joie intérieure et je dirais une intensité paisible. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Je me souviens de ce ressenti intérieur. Et du coup, ben, je suis retourné le voir tous les ans. J'ai fait des séjours. Alors, comme Mahananda Moyi a quitté son corps en 82, à partir de là, j'ai fait des séjours assez longs auprès de Chandra Swami, où il y avait beaucoup de méditation, enfin beaucoup. Il y avait une méditation tôt le matin, genre 4 heures, une autre un peu plus tard, une autre le soir. Mais alors, on était assez peu autour de lui et c'était très informel. C'est-à-dire, bon, le matin, on allait marcher au bord du Gange, il y avait toute une, comment dire, un chemin un peu surélevé au bord du Gange. C'était magnifique de marcher au bord de ce fleuve avec Swami. Puis après, bon, il y avait le petit déjeuner, tout ça. Il y avait bien sûr le seva. Il y avait les chants, les questions-réponses. Il était la moitié du temps en silence, l'autre moitié il parlait. Ensuite, il s'est mis complètement en silence. Il écrivait.
Et le soir, on pouvait aller dans sa chambre, il s'asseyait sur un fauteuil à côté de son lit, il lisait le journal, des fois il se levait pour aller chercher quelque chose, un coton-tige pour se nettoyer les oreilles. En fait, c'était très informel, très familial et tellement plein de paix. Ouais. À la limite, à un moment, je me suis demandé si j'allais pas y rester, quoi. En plus, j'y allais avec quelques amis et quand on avait du temps libre, on s'amusait comme des folles. On allait au tea shop, on se disait on va ouvrir un tea shop et faire des crêpes sans œufs parce qu'à Ardoise, on peut pas avoir d'œufs. Enfin voilà, On- c'est vraiment des très beaux souvenirs à tous les niveaux. Et puis un soir, justement dans sa chambre, Somidji lit le journal et il me le tend. J'étais à côté, on n'était pas nombreux, quatre cinq, hein. Il me le tend et me montre un article. Eh bien, c'était sur une certaine Amritananda Moyi, un article, voilà, qui disait, qui parlait d'elle comme d'une sage et tout ça. Alors, je dis à Swamiji, puisque je cherchais toujours à rencontrer des sages, je dis, ça vaut le coup? Il me fait, comme ça. Voilà. C'était c'était pas le premier contact avec le nom de Mananda Moyi. J'avais eu un contact avant, mais qui m'avait pas tellement parlé. C'était une discussion avec d'autres chercheurs spirituels occidentaux, mais peut-être américains, je ne sais plus, c'était pas des Français, à l'ashram de Swami Ramdas, où je suis aussi allé, et qui m'avait parlé d'une jeune femme qui rentrait en transe plusieurs fois par semaine et qui était pas loin, parce que l'ashram de Swami Ramdas est tout à fait au nord du Kerala et Amma est plutôt au sud. Mais bon, quelqu'un qui rentre en transe, ça m'avait pas attiré. Mais je me souviens très bien quand même, c'est drôle, parce que on parle beaucoup, on rencontre beaucoup de gens à l'époque, dans les années 70, 80, et je me souviens pas enfin, un tas de choses, hein. J'ai des images comme ça, et là j'ai vraiment l'image où on se tenait debout sous un porche et il me parlait de cette jeune femme qui est entrée en transe. Je me dis quelque part dans mon inconscient, ça a dû déjà faire un premier hameçonnage. Et Chandraswami a fait un deuxième, sérieux. Et on peut dire le troisième a été, si j'enchaîne, le troisième a été à Madras, justement à Chennai, où, toujours avec le journal d'ailleurs, vive les journaux, où j'attendais mon cours de yoga au Krishnamacharya Yoga Mandiram. Et je lisais le journal, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais bon, je lisais le journal en attendant le cours, qui était des fois des horaires un peu fantaisistes où il fallait attendre, ben, ça faisait partie du chemin. Et je lis dans le journal Sri Mata Amritananda Moyi à Chennai. Voilà, elle venait faire un programme. C'était, je crois, la deuxième fois parce elle a quitté l'ashram, elle a quitté le Kerala simplement en 87 pour des tournées, pour faire des tournées, des tours. Et donc là, c'était la deuxième fois, elle venait de Chennai. Ben voilà, si elle venait me voir, je pouvais faire l'effort de peut-être la rencontrer. Enfin, pour tout dire, je suis même pas allé le premier soir, j'ai envoyé des gens. J'ai dit à des amis du yoga, est-ce que vous voulez aller voir pour voir si c'est intéressant? Euh, Ils sont revenus en me disant, faut y aller, hein. Et j'y suis allé le lendemain. Voilà. Je crois que j'y allais quelque part à reculons. Ouais, j'en parlais il n'y a pas longtemps pendant une autre interview, mais c'est un peu comme si l'ego sentait qu'il allait passer à la trappe. Mais ouais, là, je crois que il n'était pas trop pressé. Alors, bah, parlez-nous de cette première rencontre avec Ama. Est-ce que ça a été spectaculaire? Je sais que dans certains cas, la première rencontre avec Ama, ça peut être aussi quelque part presque anodin, même si souvent après coup, on se rend compte que ça l'était pas du tout. Oui, non, ça n'a pas été très anodin. Je raconte dans le livre en détail, hein.
Je vous conseille d'acheter le livre. En gros, quand elle est arrivée dans l'amphithéâtre, qui n'était pas très grand, hein, où ça se déroulait, n'était pas connu, où ça se déroulait, quand elle est arrivée, elle a disparu dans la lumière. Et pendant tout le temps où elle a descendu les marches de l'escalier, je n'ai vu que de la lumière. C'est qu'en bas, quand elle est arrivée sur l'estrade, où j'ai pu voir sa forme. Wow. Ok. Et ça a déjà été quelque chose, je me suis dit, bon, ça y est, encore une, quoi. Et jeune en plus. C'est la première, je crois, si on est, si on, à part vous savez, les Rinpoché tibétains qui se réincarnent jeunes, ben bien sûr, enfin, qui se réincarnent en tant qu'enfant, je crois Hmm. que c'est le premier maître que j'ai rencontré qui était plus jeune que moi. Hein, Chandra Swami, Mahatma Moyi, Arnaud Desjardins, tout ça était plus âgé. Amma était un petit peu plus jeune. Elle paraissait vraiment jeune. Euh, et ce qui a été encore plus perturbateur, si je peux dire, c'est que quand elle a commencé à chanter des bhajans, je voyais devant moi sur l'estrade, j'étais à peu près au milieu de la salle, je voulais pas être tout près, j'étais à peu près au milieu, et je voyais passer tous les maîtres que j'avais rencontrés. Je voyais Mahananda Moyi pour commencer. Je voyais le Karmapa, vous savez, le 16e Karmapa avec sa présence, sa prestance. Je voyais Chandraswami, je voyais Arnaud Desjardins. Ouh, je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et Bon, c'est c'était tout. une vision. C'était comme une sorte de vision. Vous voyez C'était comme vos une sorte de précédents maîtres vision. leur rendre hommage quelque part à Non, Amma. je voyais Amma être tous ses maîtres. Ok. Ok. Je voyais la forme d'Ama prendre. C'était pas d'une netteté parfaite, hein, mais je voyais comme ça comme comme une surimposition sur une Ok. diapo. Enfin, sur une Oui. diapo, on n'en parle plus. Hein, vous voyez. Euh, et surtout, ça défilait. Alors que moi, je voulais rien. Enfin, j'étais là, je regardais, quoi. Waouh, c'est plutôt Et spectaculaire, en effet. ça, ça m'a interpellé. Ça m'a vraiment interpellé. Bon, c'était le début. Et il s'est passé quelque chose de... Est-ce que vous êtes allé au Darshan ce jour-là? Oui, oui, je suis allé au Darshan. Ça a été aussi un moment de, de silence, d'immobilité, voilà. Pas très long, mais quelque chose où le temps s'arrête. Comme une reconnaissance quand même, avec un échange de regards. Pas très long, mais ouais. Mais bon, j'avais un maître, hein. Mon maître était Arnaud Desjardins pour moi, en qui j'avais confiance, qui m'avait sorti d'affaires, si je peux dire, que j'avais rencontré auprès de Mananda Moyi, donc avec sa bénédiction. Donc voilà, j'avais un maître, hein. Hmm. Je cherchais pas un maître, je cherchais à approfondir l'enseignement qu'il me transmettait, l'enseignement qui est l'enseignement de l'Advaita Vedanta, de la non-dualité. Euh, je cherchais à l'approfondir et à me convaincre que cet état de non-dualité euh, était le but en rencontrant d'autres maîtres qui l'incarnaient. C'est Hmm. ça qui m'intéressait. C'était pas de trouver un autre maître. Hmm. J'étais pas en recherche d'un nouveau maître. Et alors du coup, comment ça a évolué cette situation, puisque ensuite vous allez progressivement retrouver Amma, vous rapprocher d'Amma, jusqu'à aller vivre avec elle dans son ashram. Alors je l'ai fait aussi loyalement, j'ai envie de dire que possible, c'est-à-dire que bon, déjà, pendant ces voyages en Inde, j'écrivais assez souvent à Arnaud. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone, mais de toute façon, bon, j'aurais quand même passé par les lettres. Donc, j'écrivais à Arnaud ce que je vivais. Donc, je lui ai décrit cette rencontre. Après, je suis rentré en France. Amma est venue en France en 88. Là, c'était en février 88. Amma est venue en France l'été 88. Donc, j'y suis allé avec mes élèves de yoga.
J'en ai tellement parlé à Arnaud Desjardins qu'il a fini par essayer de se dégager de son emploi du temps assez lourd pour venir rencontrer Ama. Ça a été une rencontre euh, bon, extraordinaire. Les mots manquent peut-être pour... Oui, oui, c'est lumineux, c'est merveilleux, c'est apaisant, c'est réconciliant, c'est nourrissant, c'est enfin voilà. Parce qu'après, il y a eu toute une histoire quand même, puisque euh, Amma commençait à être un peu connue en France et elle cherchait, enfin, les personnes qui l'invitaient cherchaient un lieu pour faire un programme d'Amma dans le sud. Arnaud Desjardins, qui avait à ce moment-là déménagé à Fondizières, dans le Gard, avait un lieu assez grand quand même. Et finalement, Arnaud avait proposé ce lieu pour faire un programme d'Amma. Et Ama est venu faire un programme à Fondizières, dans l'ashram d'Arnaud Desjardins, où à l'époque, il y avait peut-être, je sais pas, 1 500 personnes hein, qui venaient. C'était pas comme, comme avant le Covid, là, au dernier programme où il y avait, je ne sais pas, 20 000 ou au moins de personnes, oui. Voilà, donc il y a eu un lien vraiment entre Arnaud et Ama. Et pour moi, je dirais, ça s'est fait pour continuer à prendre les images de diapositives, parce que je faisais beaucoup de photos à l'époque. Ça a fait une espèce de fondu enchaîné, vous voyez, où peu à peu, je me suis attaché, je me suis vraiment attaché à Ama, au point de demander à Arnaud si je pouvais faire des longs séjours auprès d'elle. C'était pour moi dans le sens de bénéficier de conditions un peu difficiles, un peu challenging. Hein. L'ashram Dhamma était assez challenging à l'époque. Hein. Euh, pour intensifier ma sadhana, vous savez, un peu comme les retraites des 3 ans, 3 mois, 3 jours des Tibétains, à faire une intensification en restant dans un ashram avec des conditions un peu difficiles où vraiment on perd pas mal de repères. Et Arnaud m'avait encouragé, m'avait dit oui. Suivez votre svadharma et votre svabhava. Suivez ce que vous portez en vous d'accomplir. Donc voilà, ça s'est fait en fondu enchaîné. En fait, je pensais partir pour 2 ans, 3 ans, et puis revenir en France auprès d'Arnaud Desjardins. Mais au fil des mois et des années, j'ai compris que j'allais certainement rester plus longtemps. Voilà, pour faire court, finalement, j'ai demandé à Ama si j'ai demandé à Arnaud si je pouvais demander à Ama si je pouvais rester. Arnaud a dit oui, Ama a dit oui. Donc, je suis resté. Ça s'est transformé avec la conviction que j'allais finir ma vie, finir mes jours à l'ashram d'Ama au Kerala. D'ailleurs, dans votre livre, il y a des très très belles photos qui sont issues de votre collection personnelle, Mhm. qui témoignent de ces années. Forcément, moi qui ai eu l'occasion et la chance de venir visiter l'ashram de Hama en Inde et d'y vivre pendant quelques temps, c'est toujours assez spécial de voir des photos de cette époque-là, un petit peu les débuts. Euh, Mhm. ça- 89, 90, avant qu'elle devienne beaucoup plus connue, où il y avait pratiquement pas d'électricité, pas d'eau. On dormait par terre sur une natte. Et alors, c'est des souvenirs merveilleux, quoi. c'est ça. Il y C'est avait ça. que du rire. Ouais, c'est comme dans les livres, quand on lit les différents livres écrits par les autres swamis qui sont autour d'Ama, souvent ils décrivent un peu ces conditions de vie très spartiates où il y a quasiment pas à manger à part l'eau de riz, que les gens les invités sont servis en priorité et qui se débrouillent un petit peu avec ce qui reste. Et que bien sûr, quelque part, ça ressemble beaucoup aux enseignements d'Ama en termes de générosité. Euh, et en même temps, ils en parlent avec... enfin, on sent qu'ils ont de la lumière dans les yeux, quoi, quand ils parlent de cette époque-là, quoi.
On était tout le temps presque avec Ama. Hmm. Elle sortait, elle restait des heures dehors, elle chantait, elle recevait les gens, on faisait du séva, on transportait des tonnes de sable, des briques, au milieu de la nuit des fois. Enfin, c'était, alors là, complètement un autre monde, hein. On était sur Mars, là. Enfin, non, on n'était pas sur Hmm. Mars. On était au Kerala, à l'ashram d'Ama. Et voilà, ce qui nous portait, tous ceux qui étaient là, je crois vraiment, c'était d'être avec Ama et cet amour qu'elle déversait à le rendre tangible. Alors moi qui avais une telle soif, je buvais, je buvais, je buvais. Pour donner un peu de contexte, l'ashram d'Ama, ça se trouve donc dans le Kerala, au sud de l'Inde, sur une presqu'île presque. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est relié par un pont à la terre, mais à l'époque, il fallait traverser avec un bac. Et on est vraiment au milieu d'une forêt de cocotiers, avec quelques maisons ici et là, mais à l'époque, si j'ai bien compris, c'était vraiment au milieu de nulle part. Il y avait même un peu des marécages qui ont été comblés progressivement. Euh, est-ce que le Kali Temple, il était déjà construit à l'époque? Est-ce qu'il était en cours de construction? Alors, je suis arrivé, il commençait à être construit, mais il n'était pas encore opérationnel. Il était loin de là. Oui, oui. Donc les darshan à l'époque, ça se passait encore dans... Voilà. Oui, oui. Petite hutte, je sais pas combien elle pouvait faire, 50 mètres carrés, quoi. Ok. Oh, même pas, peut-être 30, je sais plus. Et puis nous, on habitait dans des huttes. On était dans des huttes. Et il y avait déjà cette organisation avec les gens qui venaient visiter spontanément l'ashram, qui passaient au darshan, et puis les bhajans. Oui, oui, Ok. oui. Oui. Mais les Bhajans étaient devant le petit Kali Temple. Non, pas le Kaleri, pardon. Ok. Le Kaleri. Alors lui, il fait quoi? Il fait 4 mètres carrés, 5 mètres carrés. C'est ça. Et voilà, là où, oui. Et Amma était juste à l'entrée, à l'extérieur, et les bhajans avaient lieu sur une espèce de petite esplanade, là, sans micro, sans ampli. Juste puisqu'on est en train de parler d'Ama et que Ama, elle est quelque part assez indéfinissable, j'avais envie de partager avec vous une petite citation que j'ai trouvée dans votre livre et qui m'a touché pour parler d'Ama et pour parler de cet indescriptible. Ama est-elle une personne? N'est-elle pas plutôt personne? Toutes ces années auprès d'elle me montrent et me prouvent la véracité des enseignements des Upanishads, de la Bhagavad Gita, comme Mahanandi Mai et bien d'autres. Ama a dépassé l'identification à une personne, au corps. Elle est pure incarnation d'amour, la conscience, l'énergie, la Shakti, la mère divine. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Ouais. Enfin, incroyable. Moi, c'est pas que j'y crois, c'est que voilà, je suis convaincu, mais c'est difficilement, complètement, de complètement intégrer cela que qu'il y a quelque chose qui peut s'incarner comme ça dans un corps humain pour être à notre niveau, mais qui en fait est complètement relié à, je sais pas, à la source primordiale, quoi. Est-ce que avant le Big Bang, je ne sais pas. Oui, en fait, la source primordiale, elle est hors du temps. En fait, elle est de tout temps puisqu'elle est éternelle, hein. Le Big Bang, elle n'a pas commencé avec le Big Bang. Et, euh, et c'est vrai qu'en Inde, il y a ce concept des avatars, c'est-à-dire que dans le Sanatana Dharma, ou dans l'Advaita Vedanta, on reconnaît que chaque personne, chaque être est l'incarnation du divin, mais qu'il y a des formes de vie particulières qu'on appelle des avatars.
et qui ont conscience très jeune finalement de leur dimension en tant que conscience pure et Oui. ils ne sont pas plombés, on va dire, par les jeux du karma comme peuvent l'être la plupart d'entre nous et du coup ça leur permet finalement de venir en aide comme le dit la Bhagavad Gita, en fait, de venir en aide régulièrement sur Terre pour aider les humains à s'élever et à aider l'humanité à sortir de l'adharma, c'est-à-dire les périodes où les valeurs ne sont pas, où l'humanité ne vit pas alignée avec les valeurs de la vie. Est-ce que Amma, vous l'avez reconnu? Oh, pardon, je vous entends pas. Je vous ai pas entendu. Là, je ne sais pas si ça vaut le coup. J'allais dire comme en ce moment, par exemple. On n'est pas trop aligné avec les valeurs de la vie. Ouais, ouais. Pareil, il y a quelque chose qu'on dit souvent dans l'émission. Enfin, je sais pas si je le dis souvent, mais en fait, en Inde, on considère qu'en ce moment, on est dans une période très matérialiste au niveau astrologique, où les sociétés et leurs dirigeants sont très éloignés des valeurs humaines fondamentales de bienveillance, de compassion, de droiture et de respect de la nature aussi, et qu'on appelle cette période le Kali Yuga. Euh, mais bon, peut-être que cette période aura une fin. Oui, comme tout. Et, euh, et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que Amma, vous l'avez reconnu tout de suite comme... est-ce que, ouais, est-ce qu'il vous a fallu du temps pour la reconnaître quelque part ou est-ce que ça a été instantané? Je pense que, vous savez, on n'est pas fait d'un seul personnage. On a pas mal de personnages en nous. Je pense qu'il y a une partie de moi qui l'a tout de suite reconnu. Je pense qu'il y a une partie qui l'a reconnu et que d'autres bah, ont attendu un peu de voir, observer. C'est dur à intégrer complètement, surtout qu'elle était, je peux dire qu'elle était très différente dans la manifestation d'Arnaud Desjardins. Mhm. Se rapprochait un peu de Mananda Moyi, mais enfin, elle était jeune et euh, des fois, elle se roulait par terre. Mais c'est, oui, à un moment, à force d'observer et de vivre avec, euh, on- ça devient évident. Ça devient évident. Et encore maintenant, maintenant, elle a quand même 71 ans. Elle, euh, Elle continue à donner le darshan. Elle a complètement abusé de son corps. Elle n'a pas du tout pris soin. Donc, au niveau de la matière, si je peux dire, hein, le corps a des lois qu'il a. Hein. Et donc, au point de vue articulation, le bras, la colonne vertébrale, le cou, il y a des douleurs incroyables, des genoux aussi. Il y a un moment, elle avait un peu de mal à marcher. Mais quand elle donne le darshan, son rayonnement, voilà, c'est comme Ramana Maharshi avec son cancer et dont les yeux rayonnent. Vous dites qu'il y a vraiment quelque chose qui est vrai dans le fait que on peut se désidentifier du corps. Je trouve que c'est pas facile, mais voilà des preuves que nous ne sommes pas le corps. Ouais, Nous tout à sommes le corps, nous ne sommes pas le corps. Nous ne sommes pas que le corps. fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et sachant que le corps d'Ama, il correspond aussi à la mission d'un avatar, ou en tout cas d'un enseignant qui a un impact qu'on peut qualifier de mondial, et donc avec une force de travail qui est absolument considérable, hallucinante. Enfin, les moments que pour tous les Ah gens oui, qui ont été autour d'Ama, ne serait-ce que pendant quelques heures ou quelques jours, elle s'arrête jamais de travailler, en fait. Elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps en à action. donner. C'est On euh, peut pas suivre. c'est absolument, ouais, c'est absolument prodigieux. Euh, ouais, c'est c'est quasiment surhumain, je pense, Oui, bien euh, sûr. ouais, même si Jésus disait que
que ce qu'il accomplissait, on allait pouvoir l'accomplir nous aussi. J'avoue, Ama, moi, assez vite, j'ai compris que je pouvais pas suivre. Même si elle dit que ce qu'elle fait, on peut le faire. Mais voilà, c'est la théorie. Ouais, et puis quelque part, en fait, aussi, en essayant de la suivre, bah déjà, on apprend des choses, on apprend aussi nos limites, et parfois, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir justement qu'il faut savoir prendre soin de soi, qu'il faut savoir se reposer, même si on a envie d'aider. Euh, et puis, en fait, on grandit, c'est-à-dire en cherchant à l'émuler ou à quelque part à l'imiter. Et ben, moi, ce que j'ai découvert, c'est je me suis découvert moi-même, en fait. C'est-à-dire Mhm. Clément ou Satya Dev, en fonction de l'étiquette qu'on met, avec peut-être une destinée propre, un parcours propre, mais c'est en essayant de m'inspirer d'Ama, finalement, que je me suis trouvé. Donc, c'est un grand paradoxe, mais je crois elle aide beaucoup à cela. Oui, d'ailleurs, si on regarde autour d'elle, les premiers swamis, euh, les, les, les disciples anciens, tout le monde est différent. Ils sont très différents, chacun est très différent. Donc elle formate pas selon, voilà, on limite pas, hein. On est, les personnalités sont différentes. Si vous prenez tous les swamis autour d'elle, c'est très différent. Je trouve ça extraordinaire, cette diversité, justement, qui montre que, en fait, elle amène chacun à être lui-même, lui-même dans ce qu'il a de plus pur. Je parle pas même du niveau ultime du soi, parce que là, on pourrait dire on est tous pareils, mais dans la façon dont on va le manifester en ayant, comme dirait le yoga, yoga chitta vritti nirodha, c'est-à-dire en ayant une certaine maîtrise sur ce qui constitue l'ego. C'est-à-dire, c'est pas l'ego, c'est plus l'ego qui est le maître, mais l'ego est un instrument, et l'ego de chacun est différent, et donc les instruments sont différents. Donc il y en a qui jouent du violon, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a, voilà, c'est vraiment assez aussi quelque chose d'assez remarquable. En plus, je crois, je me demande s'il y a, à part les Nations Unies, peut-être, s'il y a un endroit au monde où il y a autant de nationalités. En À parlant, l'ashram. ouais, en parlant d'instruments de musique, il y a une métaphore qu'un frère m'avait racontée à l'ashram. Et peut-être justement à une époque où il y avait quand même une espèce de peur de se fondre dans quelque chose de tellement absolu que finalement la note spécifique disparaisse. Et il me disait, mais non, tu sais, imagine qu'on ait des morceaux de bambou. Et l'idée, c'est de se vider de son ego, ou de peut-être de voir son ego. Et en fait, grâce à ça, on va sonner, on va pouvoir faire de la musique à partir de ce bambou. Et il me disait, mais tu sais, tu vois, regarde, si tu prends différents morceaux de bambou, en fait, chaque sonorité sera différente, en fait. Donc, on perd pas notre note. Au contraire, on la trouve. Oui. Et on est unifié. Et ça, c'est d'une force énorme parce qu'en fait, on est souvent divisé, ça nous bouffe de l'énergie, du temps. Quand les choses sont claires, toute l'énergie peut s'engouffrer dans la réalisation de nos talents. On a tous des talents. Hum, Alors justement, j'aimerais bien pour cette dernière partie de l'émission qu'on parle un petit peu aussi des enseignements d'Ama ou aussi des choses que vous-même vous avez envie de partager. Et donc on a échangé ensemble et on a trouvé ensemble quelques thèmes dont vous vouliez parler. Et il y a, il y a un thème qui ressortait beaucoup, donc c'était le thème du travail sur soi Mhm. et euh, pour voir l'ego à l'œuvre. C'est ce que vous aviez mis dans votre mail. Mhm. Est-ce que vous voulez en parler? Oui, c'est essentiel de connaître, je parlais tout à l'heure de l'ego comme d'un instrument. Ben, il est essentiel de connaître son instrument pour bien s'en servir et pour euh, voilà, en jouer au mieux et que ce soit pas l'instrument
qui prennent le pouvoir. Alors, la comparaison n'est plus tellement intéressante, mais ce qui se passe chez beaucoup de personnes, hein, enfin, au départ, c'est l'ego qui est le maître. Sans s'en rendre compte, on est un peu des marionnettes au service de l'ego. Et l'ego n'est pas au service de qui? Parce qu'on ne sait pas qui on est. On est une espèce de kaléidoscope, vous savez, qui, voilà, ça bouge comme ça, donc ça vient devant, un personnage vient devant, il prend le pouvoir, un autre après. C'est assez confus. On a des tendances contradictoires. Euh, on a des attractions, les fameuses attractions-répulsions, hein, attirances qui jouent et qui en fait sont très dépendantes de notre éducation, de nos empreintes, pourquoi on aime cela plutôt que cela. Et des fois, on a des croyances. Quand c'est au niveau des croyances, ça peut devenir même dangereux puisque on va prendre nos croyances pour des vérités et on va se battre avec quelqu'un qui a une croyance différente et qui le considère aussi comme une vérité. Donc il y a tout un travail de mise à jour de tout ce que nous portons en nous. Il y a un travail de déconstruction. La construction de l'ego est nécessaire. Et après, il y a tout un travail de mise à plat, j'ai envie de dire, et de prendre du recul par rapport à tous nos attachements, tout ce à quoi on tient. Pourquoi on tient à cela? Dès qu'on tient à quelque chose, c'est une porte ouverte à des conflits ou à la souffrance, etc., sans rentrer dans le détail. Donc, de développer un regard avec une certaine distance pour ne pas être identifié. Donc, c'est tout un travail qui est très bien décrit dans les Yoga Sutras aussi. Oui, moi j'ai été aussi aidé par l'enseignement d'Arnaud Desjardins avant de rencontrer Amma, par les Yoga Sutras, par l'enseignement de Sri Kachar, par tous les maîtres tibétains qui sont des exemples, de résilience, hein, on pourrait dire. Euh, donc le travail sur soi, de se connaître, de connaître l'instrument, de voir les failles. Vous savez, on dit souvent que une chaîne n'a la force que de son maillon le plus faible. Donc, c'est pas la peine de s'appuyer sur les maillons forts. Bon, on peut s'y appuyer, mais c'est risqué. Il faut voir où il y a le maillon faible pour le renforcer, pour pouvoir être une chaîne solide, si on a besoin pour être solide, simplement. Voilà. Voilà pour le travail sur soi et aussi pour que la démarche spirituelle ne soit pas une compensation justement à un maillon faible. Par exemple, on n'a pas réussi dans la vie et on va se faire thérapeute, prof de yoga. Vous voyez, une espèce de compensation, besoin de reconnaissance. Tout cela est vraiment à voir pour que la démarche soit solide et pure. Et en parlant de maillon faible, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit que je trouve assez caractéristique de la façon dont Ama travaille sur nous. C'est que quand on va à son ashram et qu'on veut faire du seva, donc du service désintéressé, ou du karma yoga, souvent elle nous propose, alors pas elle directement, mais les gens qui sont dans l'ashram, des sevas qui n'ont rien à voir avec nos compétences fortes ou nos formations ou nos expériences de vie. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je venais de la communication et du journalisme. Et je me rappelle, j'arrivais en me disant, oui, ils vont peut-être me proposer d'écrire dans leur journal, etc., de leur proposer un coup de main pour la com. Et en fait, je me suis retrouvé à ramasser pas ramasser des poubelles, mais ramasser des trucs pour faire du compost. Et je m'étais dit d'ailleurs, mais heureusement que c'est pas moi qui ai décidé le CEVA que j'allais faire en fait, parce que j'y ai trouvé beaucoup plus de joie que finalement si j'étais resté dans un bureau à faire la même chose que j'avais déjà fait pendant 15 ans, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est Euh, l'intérêt du maître. C'est l'intérêt du maître. ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, le maître, souvent, c'est un petit peu mauvaise presse. Alors, en général, on va dire dans la culture occidentale et française.
mais même presque dans le monde spirituel, j'ai envie de dire, dans le sens où on se dit oui, mais moi j'essaie de voir ce qui me parle, etc. Et d'ailleurs, je précise, moi je crois à cela aussi, hein. Je crois à l'écoute intérieure, je crois à la reconnaissance de l'état, de l'élan du cœur. Et en même temps, je crois aussi au fait d'avoir une présence qui peut-être peut nous aider à nous aligner d'une façon, notamment là où on n'est pas conscient finalement de nos travers. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît, de ce Oui. concept? Alors moi, j'ai toujours senti que si je rencontrais des personnes qui incarnaient cet enseignement ultime, c'était une chance incroyable. Parce que l'ego est très, 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 très malin, très, très, très fort. Et ça ne veut pas dire qu'on va pas avancer, qu'on va pas, comment dire, être plus heureux même ou s'épanouir un peu. Tout ce qui est développement personnel, par exemple, peut aider beaucoup de gens. Mais le développement personnel n'a pas grand-chose à voir avec la spiritualité. Et je pense que parfois il y a des confusions. Bon, Euh, on parlait d'instruments de musique. Bah, quand j'ai appris la guitare classique, j'ai je suis allé voir un professeur qui avait une certaine renommée et j'ai travaillé avec lui. Ça m'est pas devenu à l'idée de me dire bah, je vais me débrouiller toute seule, je vais sentir mon intuition pour voir comment je dois mettre ma main et tout ça. Je me suis référé à l'expérience de ceux qui arrivaient à me convaincre. Voilà, c'était un joueur extraordinaire et je me suis dit waouh, si jamais il me prend, quelle chance quoi. Et avec Arnaud Desjardins, avec Kama je me suis retrouvé dans cette situation où je préférais faire confiance jusqu'à un certain point, je veux dire, mais c'est pas moi qui décide, ça va être Ama, je vais vous un peu expliquer. Je préférais faire confiance à Ama qu'à mon propre mental pour discerner ce qui peut venir du mental, de l'ego du mental, et ce qui peut venir du soi, de l'Atman, faut être déjà bien avancé. Il faut déjà avoir fait un bon ménage ou être très doué. Hein. C'est pas impossible, mais bon, toute la tradition de l'Inde nous conseille de nous rendre auprès d'un maître. Sinon, c'est très facile euh, de faire son propre chemin voilà, en faisant ce qui nous plaît, même si on est sincère, et en évitant ce qui nous met vraiment en porte-à-faux. Je pense que ce qui peut remplacer, mais encore faut-il trouver cela, ce qui pourrait remplacer un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui lui-même a suivi le chemin et incarne cette liberté intérieure, pour remplacer un maître, je pense qu'un groupe peut aider. C'est-à-dire qu'un groupe la sangha, de personnes qui sont déjà bien avancées. Bien avancées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, l'ego est pas névrotique, euh, qu'il y a une certaine clarté, un certain discernement. Et avec un groupe, on peut pas se la jouer. Voilà. Donc le groupe peut aider. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Est-ce qu'un groupe peut aider à aller vers la libération? C'est pas l'ego qui peut aller vers la libération. L'ego, il veut pas la libération. Donc il faut qu'il y ait une pitch-net extérieure qui vous ou intérieure profonde qui vous fait sauter le. Vous pouvez aller jusqu'à l'entrée, mais après un petit push, elle faisait ça symboliquement à la piscine, hein. Vous savez, elle nous amenait au bord de la piscine, il y en a qui ne savaient pas nager, hein. Push! Voilà. Oui, peut-être qu'à un moment aussi, encore une fois, tous les parcours sont différents, mais c'est sûr que probablement il faut que la grâce intervienne à un certain moment Voilà. pour... Elle peut intervenir peut-être de beaucoup de façons, c'est le c'est principe de ça, la grâce, c'est ça, visible. Et voilà, le maître spirituel incarne aussi la grâce. exactement, exactement. Euh,
dans les thèmes que vous avez partagés avec moi, il y avait le thème du vivre ensemble et du travailler ensemble. Alors, on vient d'en parler un petit peu, Ah, c'est mais ça, oui. il y a quelque chose qui est aussi très important dans votre parcours, c'est que à un certain moment, Ama vous a désigné pour être la responsable de son ashram principal en France, à Pongouin, qui est un lieu dans lequel j'ai eu la chance d'aller à de nombreuses reprises. Est-ce que vous pouvez parler justement de ce lieu dans la perspective de, bah, justement de se vivre ensemble et de se travailler ensemble? Oui, et en plus, je crois que ça complète bien ce que je disais. C'est-à-dire que s'il avait tenu qu'à moi, j'aurais jamais eu l'idée de repartir en France. Or, en 2002, Ama, très habilement, m'a envoyé en France. Je passe les détails, vous les avez dans le livre. M'a envoyé en France pour euh, initier, commencer à faire un ashram d'un lieu qui venait d'être euh, prévu pour être acheté. Hein, elle était venue le voir, elle avait dit OK, donc il allait être acheté et elle m'a envoyé pour l'acheter avec faire une association, etc. Je peux dire que c'était horrible pour moi, hein. J'avais pas du tout envie et j'avais un choc culturel énorme après 15 ans auprès d'Ama de me retrouver, ou 14 ans ou 13 ans, enfin de me retrouver dans la bosse profonde. Voilà. Et en même temps, donc j'y suis depuis 2002. Elle avait dit qu'elle enverrait d'autres personnes, elle n'a jamais envoyé. Parce que j'ai oublié de lui demander quand elle allait les envoyer. Voilà. Bon, bref. Donc, on est en 2025. Donc, vous voyez que ça fait 23 ans que je suis là. Et c'est là aussi, avec le recul, je me rends compte que l'ego a beaucoup plus été mis à mal, si je peux dire. J'ai dû voir beaucoup plus facilement des fonctionnements euh, que si j'étais resté auprès d'Ama à l'ashram. Bon, je ne peux pas dire ça non plus parce qu'elle m'aurait certainement pas épargné, mais disons que j'ai beaucoup appris et justement par ce vivre ensemble. Parce qu'au début, moi, je suis arrivé, bon, l'envoyé d'Ama, ils vont tous m'obéir, ils vont faire ce que je veux. Et puis, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé comme ça quelques temps, un an, 2 ans, et puis après, ça a commencé, voilà. Donc, il a fallu que je prenne conscience que je devais apprendre à lâcher des choses, à m'ajuster. Et une parole extraordinaire qu'elle m'a dite à un moment, qui m'a beaucoup aidé, où je disais, mais Ama, les gens, ils font ce qu'ils veulent, finalement, ça les intéresse pas forcément plus que ça, le chemin spirituel où c'est pas leur priorité, ils ont leur vie de famille, ils ont leur travail, et en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et Ama m'avait répondu, Just love them. Contente-toi de les aimer. Voilà, donc c'était une autre paire de manches, bien sûr, mais c'était aussi lâcher le fait de faire un ashram avec une discipline, en essayant de faire prendre conscience. Voilà, j'avais ça, j'essayais de faire prendre conscience aux gens de leurs problèmes. Ça, j'ai lâché. Ils en prendront conscience tout seuls quand le temps sera mûr. Et ils ont simplement besoin qu'on les écoute, de reconnaissance, qu'on voit à quel point, malgré tout, eh ben, ils donnent, ils font du seva. Heureusement, ça marche que comme ça. Nous n'avons pas de salariés. Et donc d'être plus dans le voir le verre à moitié plein que voir le verre à moitié vide. Voilà. Donc maintenant, ça m'est égal, honnêtement, d'être ici, d'être en Inde, d'être là où elle m'enverra. Ce ce que j'ai vu, c'est que au fond, au plus profond de moi, ce qui m'importe, c'est, je dirais, c'est de la servir, hein, de servir Ama, mais en comprenant bien que je ne sers pas une personne et que donc je le formulerai même différemment.
c'est de servir le grand but, la grande dimension de la vie et de l'être humain. Voilà, parce que c'est ça, en fait, c'est ça qui m'habite maintenant. Et voilà, s'il y a quelques personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir, de sortir de cette souffrance, de cette identification à l'ego, et de découvrir cette joie qui demeure, hein, cette paix qui dépasse toute compréhension, c'est ça qui fait sens, en fait, dans la vie. C'est le sens ultime, le dharma ultime même. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer toute ma gratitude pour bah, le centre AMA de Pongouin et à tous celles et ceux qui le font vivre et à vous notamment, puisque moi, c'est un endroit où j'ai littéralement trouvé refuge en 2014, à une époque où j'étais en pleine déconstruction et en pleine Mm. souffrance existentielle, et que j'arrivais même plus à trouver un seul endroit où respirer en paix en France. Et, euh, et il y a un copain qui m'a parlé d'Ama et que j'ai appelé le centre et qu'il y avait des ateliers qui étaient organisés, que j'ai pu venir à ce centre pour la première fois. Et je me souviendrai toute ma vie quand à l'époque, j'avais pas du tout rencontré Ama et j'avais un tout petit peu entendu parler d'elle. Et quand on est venu me chercher avec la voiture à la gare et qu'on m'a amené sur le parvis de l'ashram et que j'ai posé mon sac sur le parvis, il y a une voix intérieure qui m'a dit c'est bon, tu es retourné à la maison, tu as trouvé ce que tu cherchais toute ta vie. Eh bien, Ouais, ouais. J'ai su que j'ai quelque part su que ouais, que j'allais sortir de la souffrance à ce moment-là, quoi. Je dis pas qu'il allait pas avoir d'autres difficultés, il y en a eu de nombreuses, mais j'étais sorti du désespoir grâce à ce lieu, ouais. bénédiction Lama. Oui, oui, et bénédiction bah, des bénévoles, bénédiction des gens qui financent, bénédiction des gens qui entretiennent ce lieu parce que euh, Dieu n'a pas d'autres bras que les nôtres. Et je crois énormément à tous ces petits actes de service désintéressé, très, très humbles, très invisibles, qui rendent possible juste le fait de pouvoir venir peut-être pour un week-end ou une semaine et de trouver du répit dans un monde qui est parfois très, très agressif et très inconfortable. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui faisaient vivre le centre et qui le font vivre aujourd'hui. Oui, oui. Oui, c'est un lieu qui ressource. Mhm. Mm, Je mm. vois bien. Et puis, c'est un lieu aussi dans lequel on va pouvoir passer à la pratique. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je connaissais tout un tas de concepts spirituels. Mais finalement, pouvoir le vivre au quotidien dans un espace où même s'il peut y avoir des frictions, il y a quand même il y a quand même une bienveillance de fond. C'est-à-dire qu'on est tous là pour la même raison. On sait tous qu'on a des défauts, on sait tous qu'on n'est pas parfait. Du coup, on va se pardonner les uns les autres au fur et à mesure qu'on va faire des erreurs. Et dans cette acceptation de l'imperfection, finalement, il y a des vraies guérisons qui s'opèrent, il y a des vrais rééquilibrages. Et on a beau dire, bien que nous soyons déjà le soi, mais pour le vivre, il faut parfois retrouver un équilibre qu'on avait perdu en chemin. Donc, je crois beaucoup en tout cas, à ces lieux, ces lieux bienveillants et on va dire supervisés divinement par des êtres pleinement réalisés. Euh, D'ailleurs, l'ashram de Pongouin, il y a une dimension qui est très importante, c'est la dimension écologique. On qualifie ce lieu d'écolieu sacré. Site Est-ce, sacré. est-ce que vous voulez dire quelques mots sur ce sujet? Oui, moi, c'est l'écologie, c'est quelque chose qui, dès le départ, c'est-à-dire, je me souviens en 71, 73, je faisais partie du comité de René Dumont, qui était le candidat écologiste.
Voyant bien que cette société de consommation n'était pas allée dans la mauvaise direction. Et donc, quand le centre qui est en pleine Beauce, c'est-à-dire culture intensive, la maison, enfin, les bâtiments sont très beaux, c'est une classe folle. On a voulu, très vite, on a voulu déjà se protéger en plantant des haies pour se protéger des champs alentours et faire une espèce d'oasis, aussi du point de vue nature. Euh, et maintenant, alors il y a le centre lui-même. Maintenant, on a quand même une vingtaine d'hectares. On a quelque chose comme, je sais pas, six grandes serres où sont cultivés les légumes en maraîchage bio, bien sûr, et aussi une cour intérieure où on a planté il y a 2 ans 80 rosiers. Alors, je peux vous dire que là, c'est en train d'être le feu d'artifice qui commence. Et aussi, on a eu la chance de pouvoir acquérir un terrain de l'autre côté de la petite route pour faire un éco-village. Donc là, il y a une quinzaine de maisons, avec encore beaucoup plus, avec Mathieu Labonne qui a beaucoup participé à tout cela, et même beaucoup plus l'aspect écologique dans le sens où, par exemple, ce sont des toilettes sèches, c'est la phytoépuration, c'est une espèce de modèle écologique qui serait par lequel on pourrait survivre, hein, parce que là, je suis pas sûr qu'on soit dans le bon modèle pour survivre. Voilà, on a construit aussi on est en train de finir la construction d'une maison pour les aînés. Euh, voilà, on a beaucoup de stages. On a fait beaucoup de stages de permaculture avec Warren Bush, hein, qui est un Américain génial, C'est une grande inspirant. référence hein, dans le milieu de la permaculture. Oui, Hmm. oui, oui. Là, on a beaucoup de semaines pour les forêts nourricières, pour le potager, pour les fleurs. Enfin voilà, l'aspect nature est indispensable. Et on a quelques personnes qui sont totalement, comment dire, à la fois compétentes et habitées par notre lien avec la nature. Il nous manque un peu de forêt. Ça va venir. Bah, je suis à Auroville en ce moment. Au début, c'était une Oui, sorte de désert et ils ont planté des dizaines de milliers d'arbres. Donc peut-être que, oui. on pourrait commencer à planter, planter des graines Eh par-ci bien, vous par-là. savez, je suis allé à Auroville en 71. J'ai quelques photos que je mettrai sur mon site, sur le site qui est lié Ah, au livre, génial. où justement, c'est vraiment pas encore planté d'arbres, hein. Enfin, ça commençait. Mais par exemple, le matrimonio de tir, c'est un terrain vague, quoi. Waouh. Donc, voilà, oui, je mettrai quelques photos sur le site du livre. Hmm, avec joie. En conclusion de cette émission, euh, est-ce que vous avez, de tous ces, j'allais dire, c'est même pas de tous ces maîtres, mais de toutes ces présences particulières que vous avez eu la chance de rencontrer, Manin de Mailly, Arnaud Desjardins, Ama, et puis tous les chercheurs et chercheuses spirituelles que vous avez pu rencontrer, euh, quelle serait la chose que vous auriez envie de partager aujourd'hui avec celles et ceux qui vous écoutent? Moi, ce qui m'attriste, c'est de voir que les personnes souffrent souvent parce qu'elles ne savent plus quel est le sens de la vie. Et la vie a un sens. L'incarnation humaine, le fait d'être un être humain, c'est un chef-d'œuvre, euh, un peu en péril peut-être en ce moment. Donc, voilà, de ne pas se décourager, mais de chercher, d'être actif. Je vois des gens un peu en dépression et j'encourage d'être actif, de découvrir.
Dans le monde relatif, hein, je ne parle pas même d'une démarche spirituelle. La nature est aussi une source euh, d'apaisement et de beauté et d'émerveillement. Enfin, moi, je m'émerveille devant une petite mésange bleue. Je trouve qu'elle est parfaite. Pour moi, c'est la preuve que Dieu existe. C'est tellement beau. Donc, s'émerveiller pour se raccrocher à la vie. Et à ce moment-là, les rencontres se feront. Donc, de se mettre en route, d'être actif, de rencontrer Ama éventuellement ou de rencontrer des maîtres. On n'a pas trop parlé des Tibétains. Il y a beaucoup de maîtres tibétains aussi extraordinaires. Il y a des maîtres, il y a des maîtres. Et puis il y a des disciples avancés, si je peux dire, qui peuvent aussi être des supports, des amis spirituels. Voilà, ne soyez pas sur votre smartphone, ne soyez pas sur votre ordinateur toute la journée. Soyez dehors, faites des rencontres qui vous élèvent. En parlant de rencontrer Ama, est-ce que vous savez si Ama va venir en Europe cette année? Alors, on ne sait pas, mais on espère. Mhm. Ama a dit qu'elle viendrait, mais elle n'a pas dit quand. Je suis heureuse de voir que la situation en Inde, qui à un moment était un peu délicate avec le Pakistan, qui pouvait dégénérer, a l'air de s'apaiser parce que ça pouvait compliquer les choses. Donc, espérons qu'elle vienne en octobre, novembre. Elle viendra certainement pas avant parce qu'on est déjà en mai. On voit pas comment on pourrait préparer pour juin, juillet. Et puis en septembre, il y a son anniversaire. En général, elle est toujours en Inde. Donc voilà, c'est plus de l'inférence. On ne sait pas, mais on espère pour octobre, novembre. En tout cas, c'est sûr que si elle vient, ça serait une occasion rare de la voir, puisque maintenant, Oui. elle ne vient plus chaque année. Et ce que je dis à chaque fois à mes amis quand j'en viens à parler d'Ama, euh, donc dans l'histoire de Clément, Ama a joué un très grand rôle. Il y a eu une reconnaissance, il y a eu une histoire d'amour qui s'est mise en place. Et peut-être que ça ne sera pas le cas pour chacun, puisque chacun a un parcours différent, une destinée différente, des besoins différents. Mais au-delà de ça, j'invite quand même tous mes amis à aller voir Ama au moins une fois, de sentir cette présence unique et magique et merveilleuse et de ressentir cet amour pur dans un corps humain pleinement manifesté. Oui, après, l'orientation sur son propre chemin se fera. Exactement, exactement. Et c'est un chemin c'est un chemin de liberté avant tout, hein. C'est pas, on n'est pas obligé de suivre Ama après, en fait. Non, C'est vraiment un chemin de liberté. tout à fait, tout à fait. Swamini, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Bien. Merci pour ce temps, merci pour cette histoire, merci pour ce vécu que vous avez partagé avec nous et que vous partagez dans votre livre. Le bonheur est une décision qui apparaître bientôt. Par rapport à la sortie de ce livre, est-ce que vous avez des rendez-vous à venir dans les temps qui viennent? Oui, alors bon, le livre officiellement sort le 29 mai. J'ai déjà des réunions prévues le 17 à Paris, le 5 à Marseille à la librairie Prado, le 5 juin. Oui, j'aime beaucoup les librairies où il y a interviews, petites conférences, dédicaces comme bon, la librairie Mola à Bordeaux, d'autres à Paris, d'autres à Nancy. Voilà, si des personnes sont intéressées ou même ont des possibilités, je suis un peu à la disposition de tout ce qui peut se faire pour. Alors, c'est pas du prosélytisme, je me sens pas du tout missionnaire, mais je me sens convaincu de la solution et des apports de ces enseignements que j'ai reçus et donc que j'ai envie de partager.
Hein, si ça se fait, ça se fait. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Eh ben, l'invitation est lancée, donc n'hésitez pas à contacter Swamini via son site web que je mettrai en description de la vidéo et de façon à ce que ces beaux messages puissent être partagés et vécus. Voilà. Merci, Merci. Swamini. Merci. Bonne continuation. Au revoir.